Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Il y a des jours dépotrominés, on a comme des nausées suivies d'une envie furieuse d'aller vomir ou de crier sa colère devant la bêtise crasse et gratuite qui parfois suinte de certaines déclarations entendues dans les médias. Dimanche matin, dans la matinale de France Inter, c'est Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui est l'invité principal. 2 jours auparavant, des militaires français ont libéré 2 otages, français également, enlevés au Bénin, plus une coréenne et une américaine qui traînaient par là, tous les 4 retenus dans un campement djihadiste du Burkina Faso. Les militaires y laissant au passage 2 des leurs, 2 militaires du corps des commandos marines. Au détour de l'interview, il est demandé à Thierry Mariani, qui depuis son passage dans le gouvernement sarkozien a continué son chemin à droite pour se retrouver et finir désormais 3e sur la liste Rassemblement National pour l'élection européenne à venir. On demande donc à Thierry Mariani ce qu'il pense de ce fait d'armes et de cette libération. Après avoir dit tout le bien qu'il pensait de l'engagement des militaires dans la protection de la population, où qu'elle soit, il a poursuivi en fustigeant le manque de mesure du danger de ces 2 touristes français et de poursuivre d'un air bien entendu, d'un air tout à fait entendu par un « ils étaient en voyage de noces ». Malsaine vindique, attaque oblique de leur mode de vie. Il y aurait donc des mariés qui seraient moins dignes que d'autres d'être secourus. Le FN, excusez-moi, le Rassemblement National, tente avec succès depuis quelque temps de faire oublier son passé fasciste, raciste et ultra-conservateur. Des déclarations aussi dégueulasses viennent à bon escient rappeler qui est vraiment le FN, enfin le Rassemblement National, d'où il vient et qui il est. Le Rassemblement National, finalement, c'est le docteur Folamour du film de Kubrick. Il a beau s'être fondu dans le camp des vainqueurs, travailler pour les Américains, son bras droit est toujours prompt à se lever à la verticale dès qu'il est un peu exalté. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé par Jérôme. Dans un instant, retour de Lucas Lemoff et de sa chronique minutieuse de l'air du temps. Un peu chaud l'air du temps en ce moment, même si aujourd'hui il pleut comme vache qui pisse sur Toulouse et l'agglomération. Et puis je recevrai Rita Macedo, musicienne brésilienne installée à Toulouse depuis une 30aine d'années, chantre du foro, ce style du nord-est brésilien, mais aussi membre avec Françoise Chapuis du duo Femousti, duo relancé l'an dernier après une 10aine d'années d'interruption. À noter également que Rita Macedo sera le 21 juin prochain à Moissac dans le cadre du Festival des Voix de Moissac. Et puis, comme Rita Macedo ne voulait pas venir les mains vides, elle nous a amené une petite liste des quelques albums importants pour elle. Et puis, nous en reparlerons tout à l'heure. Et elle était aussi arrivée avec un tabouret. Et là, on peut s'attendre à de la musique vivante dans ce studio d'ici la fin de l'émission. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Il y a des musiques qui s'écartent des standards de l'époque. Des musiciens qui développent une idée, une esthétique, un répertoire, une volonté à rebours de l'absurdité du monde. À la vitesse vantée sur tous les tons, la vitesse de connexion, de transport, de réaction, ils choisissent la lenteur et l'introspection. Au déluge sonore et technologique, ils optent plutôt pour la retenue et l'épure, jouant sur le temps qui s'en trouve du coup ralenti et dilaté, sur les nuances, sur les timbres, sur l'écoute attentive de l'autre. Ils construisent une musique plutôt onirique, envoûtante,
charmante, flottante, impressionniste, qui suggère des paysages ouverts entre contrées hivernales et littoral réveillé par un soleil hésitant. C'est ce type d'expérience et de voyage qui est à la source du projet d'un quartet amené par le trompettiste et beugliste Johan Loustalot et le pianiste Julien Touéry et renforcé par le batteur toulousain Laurent Paris et le contrebassiste Éric Surmérian. Musique mouvante aux confins du classique et des musiques improvisées, du jazz et des musiques contemporaines. On écoute tout de suite Amelour Gaucha, extrait de Slow, le premier album du quartet Loustalot, Touéry, Paris, Surmérian. C'est caramel mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon?
Voilà, toujours Caramel Mou, Campus, Joe Kangourou au micro et juste sur ma droite, essayez d'imaginer, nous avons décidé une bonne fois pour toutes de ne pas diffuser cette émission sur les ondes avec une caméra. Imaginez donc sur ma droite Lucas Lemoff, chemise à carreaux, noir et bleu, magnifique, on dirait un bûcheron sortant tout droit de la forêt canadienne. La carrure en moins quand même. Oui, mais enfin, quand même. Lucas Lemoff, notre spécialiste de l'air du temps. Et je le disais tout à l'heure, l'air du temps peut être chaud même s'il est arrosé en ce moment. C'est vrai, vous avez raison. Alors juste pour repréciser un peu le contexte, donc vous avez annoncé en début d'émission, dans votre édito, que je ferai une chronique à cette antenne. Voilà. Et il semblerait bien que ce soit désormais le moment. Donc le micro est branché, le réalisateur est dans sa cabine, le Toulousain ou la Toulousaine est dans sa voiture ou sa cuisine, branché sur les ondes de campus. Voilà, nous écoute. Donc le tableau est dressé. Vous avez fait le nécessaire pour permettre ce moment. Vous avez annoncé ce moment. Eh bien, c'est une force insoupçonnée que vous avez là. Parce que c'est celle de la parole performative. Vous voyez, à l'instar d'un juge qui livre sa sentence à l'issue d'un procès, ou de ces acteurs ou actrices de 1000 fois smicards et smicardes qui déclarent ouvert une énième cérémonie des Molières ou un énième festival de Cannes, vous pouvez faire et défaire cette émission comme bon vous semble, juste parce que vous dites une chose, parce que vous l'annoncez. Alors certes, on n'est jamais vraiment à l'abri d'une interruption inhabituelle du micro, d'une panne de retransmission radio, d'une erreur de manipulation au niveau de la table de mixage, mais en règle générale, dans cette émission, si vous annoncez quelque chose, ça se produit. Mais il y a la nécessité, afin que cet instant existe, que je remplisse effectivement le créneau que vous m'offrez. En effet, une parole n'est réellement performative que dans deux cas. Soit vous êtes la seule personne concernée, par exemple si vous dites « je vais manger une pomme » et que vous mangez effectivement une pomme. Bon, au-delà de l'aspect totalement inintéressant de cette action et du fait que vous ne prenez pas trop de risques, on peut dire que la performativité est réelle. Soit si d'autres personnes qui sont concernées par cette prise de parole jouent le jeu pour pouvoir rendre effective la performativité. Selon le philosophe John Austin, la qualité performative n'est pas une propriété lexicale intrinsèque, mais une propriété potentielle dépendante des conditions de discours. Bon, je sens que je vous ai perdu. Si toi, un tout petit peu, toi annonçais chronique et que moi refusais chronique, alors pas chronique. À moi comprendre mieux. Ah, mieux, hein, ouais. Donc la performativité a ses limites. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si Ali Baba a la chance de voir s'ouvrir la grotte à chaque fois que lui ou ses voleurs prononcent la phrase « Sésame, ouvre-toi », c'est aussi parce qu'une force, divine ou non, accepte à un moment donné de bien vouloir ouvrir la grotte. Vous noterez qu'en l'occurrence, ça marche avec « Sésame, ouvre-toi ». Je ne crois pas qu'ils aient essayé « Quinoa, ouvre-toi » ou « Avoine, ouvre-toi ». Enfin bon, bref, ça reste à prouver. Idem, pour rester dans la thématique des contes, dans les limites de la performativité, il y a aussi les vœux que le génie de la lampe d'Aladin ne peut pas exaucer, refuse d'exaucer parce que c'est infaisable. Par exemple, il ne peut pas tuer ou ressusciter quelqu'un. La performativité, le performatif, c'est d'une certaine manière la possibilité qu'une parole puisse modifier, influencer une réalité. Et non pas le contraire. Le contraire, c'est de l'ordre du constatif. Si je dis « Joe Kangourou est assis sur cette chaise en face de moi », c'est du constatif. Voilà, je prends la réalité, je la nomme, je la constate, et c'est la nature de ma parole qui s'en trouve modifiée. C'est pas plus compliqué. Jouons un peu si vous le voulez. Par exemple, le Figaro a annoncé le 5 mai, par exemple, Russie, 41 morts dans le crash d'un avion qui s'embrase à l'atterrissage. Là, on est dans le constatif. Constatif, exactement. On constate les faits, point. La réalité est celle-ci, on la reporte, aussi tragique soit-elle. Deuxième exemple. On entend dans plusieurs médias, chez les éditorialistes, l'annonce d'un duo de tête en marche Rassemblement National pour les prochaines élections européennes le 26 mai prochain. Là, on est dans le... Ah ouais, on n'est pas dans le constatif. Eh oui, mais alors on est dans quoi ? Dans le premier. Et non, pas dans le premier, pas dans le performatif, parce qu'on est encore dans la supputation. On est dans le brouillard. Si on veut, on est dans le brouillard. Et si on veut que cette supposition devienne information, ça ne suffit pas. Il faut ouvrir les garanties afin qu'une telle affirmation s'avère. Pour cela, on s'appuie sur les chaînes de télé, qui invitent uniquement les candidats Nathalie Loiseau, la tête de liste En Marche, et Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National, pour un débat. Ou encore, on peut compter sur les copains du CSA, qui accordent un temps de parole différent selon les partis, en fonction, je cite, du poids politique, des résultats électoraux précédents, des sondages et de la dynamique de campagne. Je rappelle tout de même, pour la campagne des européennes, 56 minutes par jour accordées à la République En Marche, 48 pour le Rassemblement National, 38 pour les Républicains, 19 pour le PS, on se demande où ils sont allés les chercher ces 19 minutes, parce que pour la dynamique de campagne, alors les résultats aux élections précédentes, on repassera. Ben ouais. 18 pour la France Insoumise, 14 pour les Verts, 7 pour le PC, 4 pour Génération. Et si nous avons le 26 mai prochain En Marche et le Rassemblement National en tête des suffrages, deux partis qui amènent un peu au fascisme, je le rappelle, chacun à sa manière, alors oui, on pourra dire qu'il y aura bel et bien eu performativité. Allez, dernier petit exercice pour finir. Si je dis « Nous allons reconstruire la cathédrale Notre-Dame en 5 ans », je suis dans le...
L'enfumage. Le foutage de gueule, voilà, c'est ça. Moi, chacun son terme. C'était un piège, vous n'êtes pas tombé dedans, bravo. Alors, la performativité ne peut pas être rétroactive, je le précise, à l'intention de certains qui voudraient bien y croire. Par exemple, asséner à longueur d'interview qu'il n'y a jamais eu de violence policière ou que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a été attaqué par des gilets jaunes. On se moque de la charité. Voilà, ça ne modifie pas la réalité, vous voyez, ça ne marche pas dans ce sens-là. Même leçon pour notre Patrick National, hein, non pas le chanteur, le maître chanteur plutôt, Balkany, qui a affirmé aux caméras il y a peu que c'était un homme honnête et qu'il n'avait jamais été corrompu. Voilà. Et non, Patoche. Il suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Exactement, ça marche pas comme ça. Bon, bref. Et puis enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler la performativité inversée ou négative. Une parole, une volonté qui donne l'effet inverse de celui escompté. Comme par exemple ce qu'on appelle l'effet Streisand. Barbara, vous voyez. Ouais. En 2005, aux États-Unis, donc Barbara Streisand avait porté plainte contre l'auteur d'une photo aérienne de son domaine privé à Malibu parce qu'il l'avait diffusée sur Internet. Mais à ce moment-là, cette photo n'avait été vue que par 6 personnes, dont les avocats de la chanteuse. Le fait d'avoir intenté une action en justice a tout simplement médiatisé l'affaire. Et du coup, des milliers de personnes se sont ruées sur la photo. Donc, j'aurais dit, t'aurais mieux fait de te taire, Barbara. T'aurais mieux fait de te taire. En même temps, t'aurais mieux fait de te taire. Moi, je me suis dit que si on embauchait quelqu'un pour dire ça à chaque fois qu'un membre du gouvernement ou qu'un député En Marche prenait la parole depuis 2 ans, ce serait un temps plein, avec des heures supplémentaires. Non, enfin, payé au taux normal. Hein, faut pas rigoler. Exactement. Pour finir là-dessus, donc, le 22 novembre, une semaine après le premier samedi des Gilets jaunes, le journal La Croix titrait ceci: Gilets jaunes, la mobilisation s'essouffle avant l'acte 2 à Paris. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Pour rappel, on arrive au 27e samedi de mobilisation, soit presque 6 mois de lutte. Donc, et si effectivement ça semble s'essouffler en ce moment, mais c'est peut-être juste parce qu'il fait un temps de merde. En tout cas, moi, ça me fait penser à ce médecin qui, il y a 20 ans, avait affirmé au père d'un ami: je suis désolé, vous n'avez plus que pour quelques mois à vivre. Et il est toujours vivant. Eh ben ouais, ça arrive aussi. Mais merci Lucas, et on se revoit peut-être une dernière fois avant l'été. Avant l'été. On va essayer de trouver un temps. Allez, c'est pour ça. Allez, ça marche. Très bien, à bientôt. À bientôt.
et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. C'est pas chronologique. Eh bien, si c'est pas chronologique, Rita Macedo, ça n'est pas grave. On essaiera de remettre les pendules à l'heure. On vient d'écouter, tout d'abord, on va désannoncer Mowgli avec Anticube, extrait d'un album sorti il y a 3-4 ans. Mowgli, un trio toulousain formé de Pierre Paulet à la batterie, d'Andrieux Bastien au clavier et de Ferdinand Doumerc au saxophone. Notez sur vos tablettes que Mowgli sera demain soir au Taquin à partir de 21h et les occasions de voir ce trio sont suffisamment rares pour que vous précipitiez demain soir au Taquin, donc pour voir Mowgli dans cette salle assez mythique du jazz toulousain. Donc Mowgli au Taquin demain soir à 21h. Et vous me disiez Rita Macedo que Bastien Andrieux, c'est quelqu'un que vous connaissiez beaucoup. Oui, car on a, bonsoir, tous les auditeurs de campus de Carmel-Mou. Voilà, alors si, je connais Bastien. D'ailleurs, on part ce lundi matin à Bordeaux parce qu'on fait partie d'un même projet qui s'appelle les Bailes Jazz Con Brésilien avec Rita Macedo et les partis collectifs. Voilà, et ça c'est un projet qui est initié par Uzeste. Par Louis Lubat. Par Louis Lubat. Par les fils de Bernard. Voilà, le fils de Bernard. Et donc qui fait partie de toute cette mouvance de musique qui se fabrique dans un coin un peu perdu de la forêt landaise Gascogne. Exactement. Mais on en parlera tout à l'heure puisque il est prévu dans votre petite liste que vous nous avez amené, que l'on écoute à un moment donné de l'émission, un morceau de la compagnie Lubat. Mais on va peut-être commencer par parler un peu de vous. Rita Macedo, je le disais en introduction de cette émission, une musicienne bien connue sur Toulouse, qui a été très active sur la scène toulousaine et sur la scène d'Arnaud Bernard pendant très longtemps, qui continue à l'être, avec cette espèce de création de connexion, d'une espèce de filiation entre la musique occitane et la musique brésilienne et la musique du foro, assez étonnamment, la musique du nord-esté brésilien. Comment vous en êtes arrivé à Toulouse et à venir vous installer à Toulouse? Je le disais en début d'émission, il y a une petite trentaine d'années. Rita. Pour être bien précise, c'était à 86. Je suis arrivée à Toulouse avec ma famille, avec mon père musicien à l'époque, qui était en vie, il n'est plus là, avec mes 4 frères et tout son groupe, qui étaient contactés en fait pour les COCU de Toulouse, c'est-à-dire les comités d'organisation du carnaval universitaire, dont à l'époque c'était Claude Sicre qui était un peu le programmateur, on va dire. Et qu'il avait relancé dans les années 85-86. Voilà, les carnavals avec les étudiants. À cette époque, ils étaient étudiants de Toulouse, avec les Lafont, les Bascou, les Laroche. Voilà. Et c'est vrai que Claude Sicre avait fait appel à ce moment-là à une espèce de formation brésilienne très connue au Brésil pour l'animation justement des carnavals et qui se trimballait sur un immense bus impérial orange et tout à fait en haut du toit, il y avait ce qu'on appelait le trio électrico, la formation de votre père. Voilà, alors c'est-à-dire qu'à l'époque, ici en France, on connaissait surtout la samba, le samba, les écoles de samba de Rio. Donc, c'est vrai que Claude, il a eu cette grande idée de dire, mais non, il n'y a pas que le samba au Brésil, il y a aussi cette mode du carnaval, parce que c'est une musique du carnaval, la musique des trios électriques de Bahia. Voilà, parce que vous êtes né à Bahia. Je suis né à Bahia, je viens de Salvador de Bahia, voilà. Et j'avais 20 ans quand mon père venait jouer, parce qu'il est venu quand même à 84. Il y a eu une délégation des 120 Toulousains qui ont fait le carnaval à Bahia à 85. À 80, non, pardon, c'est au contraire. À 84, ils sont allés. Et à 85, déjà, ils sont venus pour le carnaval. Mais à 86... Et le vrai départ et le vrai match retour, c'est en 86. C'est là que, enfin, pour moi, parce que je suis venue à 86, que mon père connaissait déjà des jeunes, notamment M. Bascou, à qui il m'a confié, avec la famille Lafont, la famille Laroche, où j'ai habité pendant
des années. Et à partir de là, vous vous êtes installé à Toulouse? Et à partir de là, je me suis installée à Toulouse. Vous aviez quel âge? J'avais 20 ans. J'ai fait 21 ans à Place de la Tiercerette au Bruegel. On a connu pire endroit pour fêter un anniversaire. Voilà. Et c'était à travers la musique. Donc, avec mon père et mes frères, et la musique qu'ils faisaient, c'était donc la musique, le frevo. Trio électrisado, frevo da Bahia. Donc, on va parler un peu de musique et de vos racines musicales. On vous a demandé d'arriver ici avec une liste de gens qui ont un peu compté pour vous dans la définition de votre esthétique et de vos choix artistiques. Et le premier morceau que vous nous avez envoyé, c'est celui-là. On l'écoute tout de suite. Carmelia Alves, deux mots sur cette chanteuse qui est une chanteuse brésilienne des années 40-50. Exactement. Alors, j'ai connu Carmelia Alves à travers ma mère. Alors, je ne peux pas parler de mon parcours musical, de mon apprentissage, sans parler de ma mère. Et à travers ma mère, ma grand-mère, mes tantes, en fait, les femmes qui restaient au foyer, qui sont occupées de nous. Parce que c'est elles qui nous... Dès qu'on arrive à être debout au Brésil, on nous met sur une table, on tape des mains et on chante pour qu'on danse. Voilà, donc ma formation musicale elle vient de là. Première, je pense que c'est ma mère, ma grand-mère, ma mère me chantait ce genre de chansons. Voilà. Et on faisait des défis pour voir celle qui tenait plus la note, elle changeait. Oh, pega no coqueiro, celle qui tenait plus la note plus longtemps gagnait. Donc c'était ludique, c'était une manière de nous maintenir occupés à travers la musique. Donc elle symbolique, c'est une des chansons les plus anciennes dont je me rappelle que m'a chanté ma mère. Et à travers cette chanson, voilà, c'est les femmes de ma vie qui m'ont... Mes premières cours de musique. Et c'est vrai que ce style de chant, il y avait une autre artiste brésilienne à ce moment-là, Carmen Miranda, qui était un peu sur ce style de chant et ce style d'orchestration. Oui, c'était l'époque de la radio au Brésil, tout ça... Il n'y avait pas encore de vinyles, tout ça, c'était la radio. C'est après que ces choses étaient enregistrées, c'était des émissions live de l'époque de la radio au Brésil. Et malgré un père musicien, c'est votre mère qui a fait votre formation musicale? Je vais arriver à mon père, pas ma mère, mais c'est vrai que... ma mère, elle aimait beaucoup, elle n'était pas musicienne, mais elle chantait tout le temps. Je peux faire une soirée avec des chansons que me chantait ma mère, avec des boléros, et même avec des chansons françaises, parce qu'à son époque, à elle, on était obligé à l'école au Brésil, c'est la langue obligée, la deuxième langue, c'était le français. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Mais depuis longtemps. Mais enfin, à l'époque de ma mère et de ma tante, donc elles apprenaient aussi un peu de la culture française. Avant que je vienne, je connaissais déjà Lina Lamour, je connaissais Cécile Bon, peut-être pas à chanter comme il faut, mais je connaissais toutes ces mélodies à travers ma mère, mes tantes qui ont fait... Votre éducation. Un peu les premières pas. Je pense que c'est pas que mon cas, c'est beaucoup de Brésiliens, parce qu'on chante beaucoup, cette mémoire... Cette transmission orale, elle est très présente encore au Brésil. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une présence française comme ça, aussi importante dans les écoles? Je ne sais pas vous dire. Pas du tout. Qu'à l'époque, elles ont tous, les jeunes de la génération de ma mère, qui est née en 1939, qui va faire 80 ans cette année. Et là, c'était obligé, c'était le français qui était la deuxième langue à apprendre à l'école. Donc, on parlait de votre père, justement, on va le retrouver tout de suite avec le trio Electrica.
Voilà, donc on était en train de se refaire l'histoire et on se refaisait le match avec Rita Macedo en écoutant donc ce morceau du trio Electrico, la formation de votre père. C'était quoi comme style de musique? Alors là, on appelle ça comment au Brésil? Les frevo, frevo électrisado, parce que les frevo, il faut dire que c'est une musique traditionnelle du Recife. Mais mon père... Donc plutôt du nord du nord-est toujours, mais le nord du nord-est. Voilà. Mais mon père, il était fils de Pernambucano, donc mon grand-père était de Pernambuco, il y avait cette culture. Mais les frevos à Recife, ça se joue avec les cuivres. Or, mon père, il jouait la bandoline. Donc, cette guitare qu'on entend là, c'est mon frère qui joue. C'est un morceau de Santana, là, d'ailleurs. Je n'ai pas réussi à avoir les bons morceaux. Parce que c'est style quand même, c'est les frevo. Donc, c'était une musique qu'il a transportée du métaux à la bandoline. En créant ainsi aussi au Brésil la première guitare électrique brésilienne, c'est la guitare baianaise. C'est une guitare tout petite qui a ces sons-là qu'on entend. Très aigu, très acide, très aigrelé. Exactement, c'était la guitare électrique, c'est ça qui commandait le carnaval de Bahia dans les années 60, 70. Avec une renommée pour cette formation énorme au Brésil et énorme au Nord-Est. C'était vraiment une des formations phares de ce style-là. Oui, parce que mon père il a inventé les trio électriques à 42. Donc c'était une époque où à Bahia, il y avait un carnaval des rues, certes, mais c'était un carnaval, on peut dire, les bourgeois qui prenaient leurs chars très ornementé, très beau, et qui défilait, et la population qui applaudissait. En disant, c'est magnifique. Voilà. Et mon père, il est sorti dans sa voiture, ils les ont installés parce qu'il était ingénieur, mais son ami Dodo était ingénieur électricien aussi. Les deux, ils jouaient. Donc, ils ont fait ça pour s'amuser au carnaval. Ils ont pris leur voiture, ils ont essayé de faire des sons amplifiés électriques, parce qu'à l'époque, l'électricité arrivait, c'était la mode. Oui, aux États-Unis, les premières guitares électriques datent de la fin des années 30. Voilà, donc au Brésil aussi, mais bon, comme c'était au Brésil, que c'était pas aux États-Unis, peut-être que cette guitare n'a pas eu une connaissance mondiale, mais bon, voilà, c'est l'histoire de la guitare baianaise. Et mon père, il a joué avec son ami, comme ça, pour s'amuser. Et les gens, ils ont commencé à suivre cette voiture autour. Donc, et à partir de là, ils ont fait la 2e année, la 3e, ils sont allés en prison. Il y a plein d'anecdotes historiques à raconter. Et après, on a repris cette idée. C'était même plus lui, parce qu'après, il avait arrêté. Il y avait des amis qui ont repris l'idée et qui ont commencé à refaire. Et après, mes frères aînés ont commencé à jouer, parce que j'ai 4 frères musiciens. Et là, mon père a refait un trio électrique pour eux, là, dans les années 70. Ouais. Donc, et donc, l'idée de transporter la musique et de la faire avancer en début ou en milieu de carnaval. Au milieu, et surtout de démocratiser aussi le carnaval. Parce que sinon, avant, la population avait les droits à regarder passer les chars de la bourgeoisie à Salvador. Et mon père, d'une certaine façon, je pense que c'est pour ça sa notoriété, avec son ami Dodo Yojma, ils ont démocratisé le carnaval, ils ont fait un carnaval où tout le monde pouvait s'amuser sans dépenser d'argent dans la rue. Donc, on l'aura compris depuis le début de cette émission, pour Rita Macedo, la musique a d'abord été une histoire de famille, et avant de passer un peu à son transport d'abord au Brésil et puis à Toulouse, on va écouter un autre membre de la famille Macedo, Armandinho Macedo, un des frères de Rita. Vous me disiez, Rita, hors antenne, que votre frère avait 15 ans lorsqu'il a enregistré cet album. Exactement. C'est un frère aîné, un plus jeune? Non, c'est mon aîné. Il y a eu 5 garçons avant moi. Donc c'est le 2e. Et donc il joue la bandoline. Il joue la guitare baianaise, mais aussi, en fait, ma famille, mon père et mes 4 frères, ils ont 2 casquettes musicales, c'est-à-dire celle du choro, c'est ce genre de musique qu'on écoute, c'est le choro
disons que les chauds, c'est la union de l'Afrique avec la musique indigène. Avec la musique érudite, avec la musique savante. Oui. Voilà, c'est un peu quand les Africains côtoyaient les grands cours au Brésil à la fin de 1800 et qui a créé... On commençait à voir les prémices de ces genres, donc c'est une musique savante, très technique. Très technique, beaucoup de virtuosisme. C'est un peu, si on compare un peu à la musette, avec 3 parties, une partie toujours dédiée à l'improvisation. Et donc, mon père a toujours été dans des rodes de show, on appelle ça. J'ai grandi en écoutant cette musique, mais aussi la musique de carnaval, les frevo avec les guitares baïanaises pendant le carnaval. Voilà, et c'est mon univers musical, mon école la plus forte. Allez, on écoute le morceau suivant. Elis Regina avec un début de morceau assez étonnant, avec cette espèce d'air d'accordéon que l'on verrait très bien dans une rue parisienne un peu caricaturale des années 40-50. C'est vrai que c'est un début de morceau très étonnant sur ce Elis Regina. Et oui, je ne sais pas, peut-être parce qu'elle parle, c'est une image un peu circassienne, peut-être qu'elle veut donner, parce qu'il y a le titre s'appelle Les sous, il est équilibriste, c'est lui qui fait des équilibres. Et bon, et son texte, il parle du Brésil de l'époque, des fins de la dictature. Voilà, des années 70. Voilà, des années 70, et encore dans la dictature, parce qu'elle est finie en 84, un peu avant que je vienne en France, officiellement en parlant. Oui, vous voulez dire que peut-être elle est revenue là. Alors là, elle est revenue, c'est sûr, pas peut-être. Et donc cette chanson, elle me marquait beaucoup à cette époque, parce que en fait, j'ai un univers musical à Bahia, donc à travers les chansons de ma mère, à travers la religion de ma mère aussi, que c'est le candomblé, où c'est un vecteur d'apprentissage musical impressionnant, les chants des orixás. Ça, après, avec mon père et tout son univers, le carnaval et aussi les shows, et ensemble avec mes frères, et c'était ça mon univers musical au Brésil. J'ai appris la samba en arrivant à Toulouse avec un groupe que j'ai été invitée pour faire partie, qui s'appelait les Batucades, avec Sandra Borges et Cacá Neri. Et bon, moi-même, j'étais la troisième. Et c'est là, en ce moment-là, que j'ai appris avec eux, qui étaient de Brasília, du sud du Brésil. La samba. La samba, voilà, la samba, la bossa nova, que j'ai appris tout un répertoire. Voilà, notamment cette chanteuse d'ailleurs, elle avait la voix très semblable à celle d'Elis Regina, et on chantait cette musique-là, par exemple. Donc c'était à Toulouse que j'ai... Ce qui est quand même assez paradoxal. C'est paradoxal. Il y avait vraiment des frontières aussi nettes entre le style de musique au Brésil. Donc il y a la musique du Nord-Est que nous on a connu en France avec Bernard Lavilliers par exemple, puisque c'est un des premiers qu'il a amené sur certains de ses disques. Il y avait vraiment une coupure aussi nette entre les différents styles. La bossa qu'on a toujours dit comme très intellectuelle, très savante, la samba qui était la musique du carnaval, mais du carnaval du Sud, le foro qui était des musiques du bal plutôt du Nord-Est et qui était... C'est très grand le Brésil. Ouais. Disons que l'état de Bahia, la France, elle rentre dedans. Il en reste encore. Donc c'est vrai que c'est un pays énorme avec des... Moi je découvre tous les jours le Brésil, musicalement je parle, enfin, et aussi par ailleurs, mais je vais dire, c'est pas... le samba, au samba, il est d'ailleurs, c'est un des seuls styles au Brésil qui a partout dans les pays. Mais après, c'est vrai que le samba qui est à Bahia, c'est pas comme celle de Rio, avec ses écoles de samba, ses batteries, avec 500 personnes, 300 qui jouent. C'est pas du tout pareil. À Bahia, on fait la samba aussi. La samba, on dit qu'elle est née à Bahia parce que les esclaves sont arrivés d'abord au port de Bahia. Et après, c'est après qu'ils ont été envoyés un peu partout dans le reste du pays. Voilà, dans le reste du pays. Mais un des principaux, elle est arrivée aussi peut-être au sud, mais un des principaux ports, c'était Salvador de Bahia. C'est là où on a 80% de la population à Bahia est noire. On mange à base d'huile de palme, de gambos, d'acarajé, et on a aussi la religion des Africains. Donc, la religion des orixás. Et la même qu'on retrouve par exemple à Cuba. Parce que c'était les mêmes navires.
qui passaient, que laissaient des esclaves au Brésil qui suivaient à Cuba. Donc on a aussi la samba. Hein. Le samba, il est présent, je crois que c'est bien un des seuls styles qui unifie le Brésil. Le Brésil. Mais je vais dire, ça faisait pas partie de mes pratiques. Oui, mais dans une samba de roda... Lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia, tem areia boa pra gente sambar. Quando eu pensava que era um grão de areia, quando eu pensava... C'est la samba aussi. Voilà. Et on va simplement rajouter qu'il y avait un couteau et une assiette qui traînaient dans le studio, et ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même un rythme qui est fait à partir d'une assiette en porcelaine blanche et d'un couteau en ferraille. Comme quoi on fait de la musique avec tout et n'importe quoi, surtout avec tout. On va continuer un peu ce trajet un peu musical dans les musiques qui ont fondé un peu vos musiques à vous, avec ce groupe-là. On parlait d'Orisha tout à l'heure. Chora também o amor em mim. Atabaque chora também o amor em mim. Atabaque chora também o amor em mim. Sim, o meu peito. Nous parler de ce groupe-là, un trio brésilien. Voilà, c'est un groupe des années pareil, hein, début des années 70, si je ne me trompe pas. Et qui j'ai choisi aussi pour parler de ces vecteurs formidables aussi d'apprentissage musical qui pour moi était la religion de ma mère en fait, la umbanda, les candomblés, avec des chants dédiés. Il faut savoir que chaque divinité, il y a une cellule rythmique qui est dédiée à cette divinité. Donc c'est énormément riche musicalement. Et donc ça faisait partie des groupes qui diffusaient ce style de musique. Alors, un peu. Bon, enfin, ça c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté parce que ma mère l'écoutait, mais c'est surtout que ma mère elle est de cette religion à Bahia. Et donc on avait tous les semaines, quasiment mon enfance, ces réunions à la maison avec ces chants, avec des tambours et avec des chants, on va dire. Donc, je suis imprégnée quand même à quelque part de cette musique-là depuis mon jeune âge à travers la religion. Et c'est pétri de toutes ces musiques, dont celle de vos frères, de votre mère, de votre père, que vous arrivez à Toulouse donc au milieu des années 80, que vous vous y installez, et assez rapidement il y a une connexion qui va se faire avec un mouvement qui est initié ici par Claude Sicre, qui racontait régulièrement l'histoire de ces troubadours qui étaient partis chasser de France vers le Portugal et du Portugal au Brésil, et qui se seraient installés au Brésil et qui auraient commencé à faire des concours de tchatch au Brésil, mais sur des rythmiques africaines. C'est au moins ce que racontait Claude Sicre dans ces années 80 lorsqu'il a monté le groupe Fabulous Troubadour. Oui. Comment s'est fait la connexion avec Claude Sicre, outre le fait que c'est lui qui a quand même invité votre père pour le carnaval étudiant? Voilà, mais à cette époque-là, parce que c'est là que je l'ai connu, enfin je l'ai connu même à Salvador, parce que comme je l'ai dit avant, il est allé... Et c'était à cette époque, en arrivant à Toulouse, donc j'ai été accueillie, pas seulement par Claude Sicre, mais pour tous ces étudiants qui faisaient partie à l'époque, qui étaient quelque part des militants de la langue occitane. Donc... je me suis perdue à ta question. Oui, c'était comment s'est fait la connexion avec Sicre et comment le début de votre aventure musicale commune, puisque quand même il y a des choses qui se sont faites avec vous. Comment ça a commencé, sur quelle idée? Vous disiez quand même quelque chose. Il y avait l'occitan qui était aussi présent dans ce qu'était en train de monter Sicre. Occitan que vous chantez et que vous parlez aussi. Oui, que vous chantez toujours. Je chante, que j'aime beaucoup chanter d'ailleurs, parce que c'est beaucoup proche du portugais. Mais Claude, il avait donc, à la fin des années 80, fait lancer les Fabulous Troubadours. Bon, on se connaissait, parce que j'étais par là, tout ça. Et plus tard, donc, Françoise Chapuis
m'a invité à faire les fameuses. Et eux, j'ai connu Françoise à travers Jacques Mégaudais. C'était un journaliste. Un journaliste qui écrivait dans La Dépêche, qui a écrivé dans plein de journaux ici, Toulouse, maintenant installé à Montauban. Exactement. Jacques Mégaudais, donc c'est lui qui m'a présenté Françoise à l'époque, parce que les groupes que j'avais, les batucades, les Brésiliens, ils sont répartis au Brésil. Enfin, donc il fallait remplacer. Et Françoise est venue à ce moment-là, et on a continué à jouer les batucades. D'ailleurs, on était même invités à Moissac déjà à cette époque par Germinal. Bon, et après, comme ils sont partis, il a resté que moi et Françoise. Et donc, Françoise m'avait invité à faire les fameuses, un peu propulsées, comment dire, motivées par Claude Sicre et par Jacques Mégaudais. Voilà, donc elle m'a proposé. Donc, ils nous ont poussé à aller faire ces duos. Et Claude même m'a donné son accordéon, l'accordéon que j'ai joué jusqu'à aujourd'hui. C'est à Claude, parce qu'il dit qu'il m'a prêté. Et il y avait tout un mouvement culturel qui s'est monté, Arnaud Bernard, autour de cette connexion, occitano-brésilienne, avec des groupes, on peut dire que Café comme l'été, c'est un peu les héritiers aujourd'hui de ce style-là, mais il y avait les bombes de balle il y a eu les bombes de balle après. Bon, il a eu nous, je crois qu'on était un peu les premières qu'ils appelaient les sex symboles de la ligne Maginot. C'est les Marsilia qui disaient ça. De la ligne Maginot, oui. C'était le nom du mouvement. Voilà, la ligne Maginot qui avait Marsilia, il y avait la compagnie Luba, il y avait des gens de Nice. Des gens de Nice, Nux Vomica, Gatchampeg de Marseille aussi, Manu Terron qui a fait partie aussi. C'était tout un mouvement. Moresca de Montpellier. À l'époque. Ils sont arrivés. Oui. C'est déjà de l'époque, je pense que c'était un peu plus après, mais oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà, et c'est vrai que on est en train d'écouter, je ne brandis pas ma guitare, des Fabulous, de morceaux un peu phares de cette époque-là. On va écouter, avant de passer à autre chose, un morceau des Fameuses. Spécialement dédicacé aux routières, aux cablières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes. Aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. Un morceau où on retrouve deux des causes pour lesquelles vous vous êtes battus. D'abord, le côté musical, cette espèce de mix entre les musiques du Brésil et les musiques occitanes, et puis la cause des femmes, le féminisme qu'on retrouve dans toute l'œuvre des Fameuses. Bon, on connaît la chanson d'Olympe de Gouges. Voilà, d'Olympe de Gouges, celle que Magid a écrit aussi pour cet album. La seule mais il y en a plein d'autres où vous déclinez les métiers d'hommes tels qu'ils pourraient être si c'était des métiers de femmes. C'est vrai que toute cette lutte pour les femmes traverse un peu le répertoire des Fameuses. C'est vrai, parce qu'on est des femmes, peut-être. Sans doute. On a dû, comment on dit, on a profité aussi de les statuts aussi d'être deux femmes. À un moment donné, c'était, comme on dit, là, un couteau à deux lames, on va dire. Parce qu'à la fois aussi, on a vécu aussi des moments méprisants de la part c'est un monde très masculin. Encore, au Brésil, encore pire qu'ici. C'est encore... par rapport au Brésil, c'est le paradis. Et c'est encore... voilà, à l'époque, on était jeunes, on était deux femmes et on avait quand même des instruments, un accordéon qui, pendant longtemps, on avait une femme d'instruments ringards avec un tambourin, donc c'était que personne ne connaissait trop. C'est les Fabulous qui ont fait connaître un peu les tambourins quand même. Voilà, et même les Brésiliens, aujourd'hui, ils sont capables de jouer que les tambourins dans un concert. Au Brésil, c'est pas comme ça. C'est un instrument un peu pour faire une ornementation ou alors pour les écoles de samba. Voilà. Donc, Fabulous, ils ont réussi même à changer quelque chose. La vision du tambourin. Voilà. En tout cas, pour la diaspora brésilienne d'ici. Voilà.
puisque c'est quand même une diaspora importante à Toulouse. Il y a énormément de Brésiliens, beaucoup des étudiants, mais aussi beaucoup de musiciens de passage qui s'installent. Des musiciens qui viennent. Et en plus, en ces moments, je crois que s'ils peuvent venir, ils vont venir. Ils vont venir. Oui, il paraît qu'il y a eu des changements au Brésil il n'y a pas très longtemps. Ouais. Les Famous qui ont arrêté de tourner il y a une petite dizaine d'années et que vous avez relancé l'année dernière. L'année dernière, voilà. Et vous me disiez tout à l'heure que vous êtes en train d'enregistrer le nouvel album, donc qui sera le 4e des Famous T. Voilà, pas encore d'enregistré, on est encore dans les maquettes et on fait connaissance des réalisateurs, tout ça. Et voilà, on n'est pas encore dans la phase des enregistrements, mais des compositions aussi. Et il y a aussi, on demande cette chanson-là, La Parité, c'est Claude Sicre qui avait fait pour nous. En fait, les 3e disques, on avait demandé à deux hommes, à Majid Cherfi et à Claude Sicre, de nous faire une chanson sur les femmes. Voilà, donc... Et ils avaient écrit ces deux chansons-là, la femme du soldat inconnu pour Majid Cherfi, voilà. et La Parité pour Claude Sicre. Et cette prochaine, il y aura une des Menviel qui nous fait sous Germaine Chillon. Voilà, et on n'aura pas le temps d'écouter Menviel chanter l'indifférence parce que c'est presque fini. Mais par contre, c'est vrai que Uzeste, et on en terminera là avant de vous écouter nous chanter une chanson avec un tambourin, on en restera peut-être là. Que vous nous disiez aussi un peu Uzeste, qu'est-ce que ça a été pour vous et pour les Famoustés. C'est vrai que c'est un village, je le disais, perdu dans les landes de Gascogne, le fief de Lubat, immense pianiste qui a longtemps accompagné Nougaro, mais qui est aussi à l'origine des Double 6, immense pianiste de jazz. Et vous avez fait partie du festival qu'il organise chaque année à Uzès, et vous y êtes allé régulièrement avec une espèce de militantisme autour de ce festival. Je ne sais pas si on avait encore cette espèce de militantisme à cette époque, mais on a beaucoup appris, en tout cas, le militantisme là-bas. On allait à chaque année, et pas seulement on allait aux Est, comme Bernard nous invitait souvent à faire partie de la compagnie. Il nous amenait pour faire la première partie. Un peu partout, on a beaucoup fait la fête de l'humanité avec lui, il nous a amené un peu partout. Donc c'est un peu on a beaucoup appris là-bas. Voilà. Et là on écoute Menviel chanter l'indifférence dans un album qu'avait sorti la compagnie Luba des Gascognes il y a une petite vingtaine d'années là pour le coup. Oui, c'est un vieux disque ça. Cassez, on n'en est plus jamais dans la c'est la musique a fini, mais la qui file la masse en balai, dit casser la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y l'évasif, vas-y l'enfant, tout petit déjà. Jadis on l'a dit, mais il y a la question comme t'es sorti la passe Kumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dans des mots doux, dis des Rita, il est 18h55. J'ai tellement parlé que j'ai même pas tout dit. Et ouais, il faudra qu'on en refasse une deuxième parce qu'effectivement, il y a beaucoup à dire sur votre trajet musical. Simplement rappeler que vous avez plein de projets en dehors des Famoustés qui vous occupent, et notamment un trio que l'on pourra écouter le 21 juin prochain dans le cadre du Festival des Voix de Moissac. Et puis, vous êtes arrivé avec un tambourin et vous nous avez dit que vous alliez nous jouer un morceau, donc morceau vivant comme on dit dans cette émission par Rita Macedo, avec un tambourin, un micro, une voix, et vous allez voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Rita Macedo, merci en tout cas d'être passé dans cette émission. Merci à toi Philippe, Lucas. O meu sabiá tem bico dourado, o capim que ele canta é o capim do alagado, o capim do alagado é o capim que ele canta. E o meu sabiá tem bico dourado, xoxô, meu sabiá, xoxô, meu sabiá, xoxô, meu sabiá, xoxô, meu sabiá. O meu sabiá tem bico dourado, o capim que ele canta é o capim do alagado, o capim do alagado é o capim que ele canta. E o meu sabiá tem bico dourado. Oh Amaro, menina se quer e cante. Oh Amaro, não se põe imaginar. Oh Amaro, quem imagina cria medo. Oh
Levaram meu amor, deixaram eu no desamparo. A mulher de mulher amaram, Maria não acabou. Voilà, comme quoi on peut faire de la musique avec pas grand-chose. Rita Macedo, merci d'être passée dans cette émission. Je le rappelle, Rita Macedo, on peut aller l'écouter avec son trio à Moissac le 21 juin. D'ici là, elle passe assez régulièrement quand même à Toulouse. Juste préciser que c'est à côté de Robbie, Laure et Fauzi Berger. Voilà, deux musiciens toulousains. Le même, enfin pas les mêmes parce que j'ai fait le bal au hangar tout le premier dimanche du mois. Donc ça c'est un bal foro, le hangar c'est du côté de la Sépierre. Du côté de la Sépierre. Et c'est une histoire qui dure depuis, qui a commencé il y a à peu près 3 ans, 3-4 ans, même 10 ans. Et c'est vrai que maintenant, pour aller trouver sa place au bal foro tous les premiers dimanches du mois au hangar à la Sépierre, faut se lever tôt parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Rita Macedo, merci d'être passé dans cette émission. Merci à toi, merci à tous. Et nous on se quitte là-dessus, simplement 2-3 concerts à vous proposer ce soir. Ce soir, Marcel Dorcel et son orchestre de merde est au Théâtre du Grand Rond à partir de 19h, ça commence dans 5 minutes. Chanson du monde à l'impro avec Floriane Thiezo et son quartet. Et puis en vrac, il y a de la musique andalouse à Itinéraire bis ce soir avec les Gersois d'Assou Lenka. Il y a la Broura, une formation de cumbia essentiellement féminine à la Candela ce soir à 21h. Du tango au bijou avec Tangonella ce soir à 21h30. Ce soir, Isabelle Sirla, clarinette basse et Joël Trollonge, contrebasse, joueront leurs suites insolites à la Folle Saison, un café culturel au 197 route de Saint-Simon à partir de 21h30. Allez, un petit dernier pour la route. Et bien, si vous aimez le rock, il y a du rock ce soir à Paul Sabatier à la Salle du Cap avec Madame Génial au Japon et No Milk Today. Et puis, il y a également du rock ce soir à la Cava Rock avec Small Divergence, Jafar et Bellegarde. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Dans 2 secondes, c'est Wifong qui reprend le micro. Quant à nous, nous allons prendre un pot, le pot traditionnel de cette fin de semaine. Salut les filles. You feel the pain, don't take the blame.